Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire, la prospection, encore une mission de commercial avec Ludovic Tronel, de mon côté, de Cigale. Merci de participer à ce webinaire. Merci pour l'invitation. Et Noé Defalia. Salut Emma, bonjour Ludovic. Content d'être là. Et que je vous laisse vous présenter. Du coup, Ludovic Tronel, Société Ciliane. Du coup, si aujourd'hui j'ai été invité par Noé pour organiser ce webinaire-là, c'est parce que nous, notre Société Ciliane, notre vocation, c'est d'accompagner les sociétés en B2B à se développer commercialement, notamment sur des sujets de prospection, entre autres. Et on voit clairement qu'il y a un vrai sujet, et c'est ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. On voit très clairement que la répartition des rôles au sein de la prospection dans les entreprises de toute taille, il y a une vraie problématique autour de ça et on va essayer d'y répondre. Effectivement, moi je suis directeur d'une offre chez Efalia. Efalia, c'est une suite autour de la gestion documentaire et les processus documentaires en dématérialisation, notamment Efalia Tracking, ex-Stilkey pour les connaisseurs. C'est un outil Sales Enablement qui va permettre finalement de remonter des données autour des comportements de lecture de vos contenus par vos audiences et donc vraiment d'aller sur de l'efficience commerciale. Il y a beaucoup de sujets autour de tout ça, autour de la performance commerciale, effectivement. Voilà pourquoi est-ce que on a décidé de s'en parler un petit peu et d'inviter Ludovic pour son expertise. Peut-être que tu veux te présenter rapidement. Oui, pourquoi pas, effectivement. Je vous écoutais assidûment. Et effectivement, donc, moi, je suis Emma, donc je suis chez Efalia et je suis en charge du marketing et notamment du marketing d'Efalia Tracking. Et donc, je suis là pour représenter un petit peu ici la vision marketing face à ces deux sales et leur vision commerciale. Voilà. Dans un débat sans grande box, parce que de toute façon, c'est Emma, les arts martiaux. Sinon, vous allez perdre. Très peu pour moi. Parce que du coup, tu fais une bonne transition. L'objectif du jour, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va dérouler là pendant ce webinaire-là, c'est que dans un premier temps, on va remettre un petit peu à plat les organisations et essayer de situer la prospection dans les organisations, donc dans les entreprises. Et c'est là où c'est très intéressant d'avoir cette dualité, je sais pas si c'est le terme, mais du coup, d'avoir une représentante marketing et un représentant sales d'une même entreprise en plus, et de voir justement comment on situe la prospection dans tout ça et comment les rôles se répartissent. À partir du moment où on aura regardé un peu cette organisation, l'idée, c'est ensuite de quand même donner une méthode un peu basique sur comment décomposer la prospection pour que chacun puisse ensuite répartir ces trois grandes étapes, parce que vous verrez qu'il y a trois grandes étapes, puisse se répartir ces étapes-là au sein de son entreprise pour que cette prospection se déroule bien. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des tensions entre différents services. Et enfin, on donnera quand même quelques outils clés qu'on utilise dans cette phase de prospection, qu'on résumera à la fin. Ok. Si du coup on avance sur la phase d'après, quand même pour reposer un petit peu les bases de cette prospection-là et qu'on voit un petit peu les termes basiques au sein de la prospection, on différencie quand même deux éléments de façon assez claire. On voit qu'aujourd'hui, il y a dans le vocabulaire marketing et commercial, il y a deux éléments qui de temps en temps sont assimilés comme étant la même chose, mais qui sont quand même assez différentes. Donc, à savoir qu'ils sont, pour certains, ce qu'on appelle des marketing qualified leads et d'autres des sales qualified leads. Et ce qu'on voit, c'est que pour certains, c'est exactement la même chose. Donc, dans certaines entreprises, on parle plus de leads, alors qu'on voit quand même qu'il y a une différence, qui est assez marquée. Et on va poser moi, je vais me permettre de vous poser la question. Pour vous, quelle est justement cette différence et comment se situe l'un par rapport à l'autre? Alors, peut-être, du coup, honneur à Noé ou Emma. Honneur à Emma. C'est l'amont, c'est le marketing. Évidemment, sans le marketing, il n'y a plus rien. C'est notre source. Effectivement, donc, c'est surtout finalement une question de qualification, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est compris dans le nom, et une question de nurturing du lead pour moi. C'est-à-dire que en amont, effectivement, il est qualifié par le marketing et ensuite, il y a une intervention, il est donné, c'est comme ça en tout cas, souvent que ça se passe, on va le voir après, il est donné au commercial pour continuer cette qualification, ça peut être par un appel téléphonique, par un rendez-vous, et là, il est qualifié Sales Qualified, qualifié au niveau commercial. Ouais, il y a un moment de pivot, effectivement, et c'est toute la magie finalement de l'alignement qu'on recherche, c'est comment est-ce que, sans couture, on arrive à, nous, côté sales, à récupérer les bons inputs, on va dire, du marketing, sans en perdre. C'est ça aussi, donc quelle qualification effective on récupère.
en fait, on voit bien qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il y a des marketeurs dont le Graal est d'éliminer une bonne fois pour toutes la fonction commerciale et de faire sans. Il y a des sales qui ont cette vision très entrepreneur, gérant, 100% autonome sur leur périmètre. Mais en vérité, la bonne articulation autour du revenu, elle est sur bien effectivement s'aligner et considérer un lead comme un vrai parcours client en face et le mettre au centre, évidemment. Merci pour ces précisions et pour votre vision donc depuis les deux pôles. Et ça va bien dans la lignée de ce qu'on voulait montrer justement, parce que ça représente aussi un petit peu l'organisation d'une entreprise, on va dire, assez classique. On essaie de le représenter justement à travers ces petits carrés que vous voyez là. L'idée qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans une entreprise, on voit très clairement, donc il y a le service marketing et ensuite il y a la vente au bout. Et entre ces deux pôles-là, on voit que justement pour créer et gérer de nouveaux leads, il y a plusieurs méthodes qui existent, mais si pour simplifier un peu les éléments, on en mettait deux en parallèle. Il y a un peu la génération de leads entrants, ce qu'on appelle communément l'inbound. Et là, pour le coup, vous voyez, c'est de la même couleur que le marketing, parce qu'officiellement, on sait très bien que c'est le marketing qui va gérer cette partie-là. Ça, c'est, on va dire, d'un commun accord dans l'entreprise. On sait très bien que le commercial, généralement, n'intervient pas ou peu et récupère les leads, donc, comme on l'a vu juste avant. Et en revanche, il y a une zone grise que vous voyez, qui est plus cette prospection. Donc, à savoir qu'on le voit dans certaines entreprises, les commerciaux prennent encore cette partie-là. Dans d'autres entreprises, ça va être des personnes qui sont rattachées au pôle marketing. Et c'est là, aujourd'hui, on voulait un petit peu appuyer. Et on le voit, c'est vraiment une zone grise dans les entreprises, dans le sens où dans certaines boîtes, dans certaines entreprises, on voit que justement, certains prennent un petit bout de la prospection, d'autres prennent une autre partie. C'est ce qu'on va essayer de décomposer aujourd'hui. Est-ce que peut-être que juste vous êtes d'accord avec ce constat-là sur cette zone grise en prospection? Vous le constatez aussi, vous, chez Falia ou par ailleurs? Ouais, moi, de côté sales, on en a même qui, entre guillemets, voudraient se donner le luxe de s'affranchir carrément de cette fonction outbound, on ne prospecte pas. C'est parfois une difficulté pour les sales. Parfois, il y en a qui ne savent pas le faire, ou qui ne veulent pas le faire, ou qui s'imaginent que ce n'est pas leur job. Bon, en réalité, si on veut rester leader de son activité, cette zone grise-là, faut y aller, quoi. Et c'est vrai que finalement, ça rejoint aussi un petit peu les nouvelles tendances marketing, hein, ce que tu dis, où cette zone grise serait plutôt réservée au marketing, puisqu'on voit aujourd'hui que, par exemple, avec le Demand Generation et le Conquest Marketing, là, le commercial arrive vraiment à la fin du funnel et vraiment, une fois que le lead est qualifié, il ne fait pas de prospection au final. Le fameux diva, quoi. C'est voilà. Jusqu'à là, mais c'est en tout cas dans les tendances aussi, finalement, marketing actuelles. Et donc, du coup, on le constate, là, on le constate aussi, on le voit, c'est que cette fameuse zone grise, elle voit aussi l'émergence ces dernières années de nombreux postes différents. Donc, vous avez sûrement dû en entendre parler, ou vous êtes peut-être d'ailleurs un de ces représentants-là. Donc, on voit les SDR, les BDR, les CAM, alors MDR, c'est un vrai acronyme dans le sens où il existe, c'est Market Development Representative. Et donc, on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de pôles, de plus en plus de rôles qui se créent, et justement dans cette logique de décomposition de la prospection. Et de temps en temps, ça rejoint un petit peu notre point du jour, on a tendance un petit peu à s'y perdre sur qui doit faire quoi, notamment sur cette phase de prospection. Et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui on va essayer de donner les clés pour pouvoir se réorganiser par rapport à ça. Est-ce que vous constatez, vous voyez, vous avez des postes avec cette dénomination dans l'entreprise? Vous êtes organisé autour de ça? Ouais, de plus en plus. Ouais, de plus en plus. C'est vrai que voilà, enfin, si on a oublié de le dire, on le redit. Emma et moi, on travaille au quotidien ensemble, donc de la manière la plus alignée possible, donc chez Falia. Donc oui, c'est vrai qu'on peut en parler, mais c'est toujours en phase de construction. On a toujours matière à s'améliorer. Mais oui, effectivement, on voit clairement ces fonctions se révéler. Et quand bien même on aurait un business developer full cycle, comme on dit, en fait, de plus en plus, justement, le fait d'avoir ces révélations, entre guillemets, par pôle d'expertise, et voire même une organisation très, très silotée, mais alignée autour de ces pôles d'expertise, ça montre au business developer toutes les missions qu'il doit adresser, en vrai. Et ça permet de ne pas en oublier aussi. Oui, et puis c'est aussi aligné finalement avec l'évolution de notre entreprise qui a vraiment grandi ces dernières années.
Et forcément, du coup, l'organisation, et je crois que c'est ce qu'on va voir après, ça dépend aussi de l'organisation de chaque entreprise et des besoins du moment de chaque entreprise. C'est exactement ce qu'on va voir juste après, parce qu'on va essayer quand même de donner deux organisations types autour de la prospection. Si on prend deux organisations qu'on voit de façon assez fréquente, il y a la première organisation qu'on va appeler, on va dire, l'organisation simple, où on a le marketing, les commerciaux, et en l'occurrence, où le marketing gère l'inbound, les commerciaux, eux, gèrent l'outbound, et on va dire qu'il n'y a pas de décomposition des tâches. Vous allez me dire, en gros, c'est un petit peu la méthode à l'ancienne, simpliste. J'ai des représentants marketing, des commerciaux. Et certains vont me dire, oui, mais ça n'existe plus. Si ça existe encore, et on le voit notamment fréquemment dans des entreprises d'ailleurs d'une certaine taille, où on a des commerciaux qui sont en charge d'un certain territoire géographique. Et où finalement, il est compliqué de venir décomposer les tâches, dans le sens où le commercial doit être présent finalement de bout en bout sur son portefeuille. Et donc, on le voit encore, et c'est pas du tout une organisation qui est, à mon sens, complètement perdue, et elle peut avoir complètement du sens dans certains cas bien précis. Les marchés verticaux aussi, souvent, on retrouve des commerciaux un peu omnipotents, omniscients, parce qu'effectivement, un haut niveau d'expertise sur un marché donné ou vertical. Tu as raison, la mécanique marche complètement aussi dans ce cas précis. Si on regarde l'autre organisation qu'on met en face de ça et qui, elle, du coup, tend à se développer de plus en plus, c'est un petit peu cette organisation justement éclatée. On voit que les tâches sont de plus en plus réparties avec des rôles bien précis. Et on le remarque aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, la différence entre SDR et BDR, c'est-à-dire Sales Development Representative et Business Development Representative, c'est que normalement, officiellement, le SDR est en charge de venir justement qualifier les leads qui ont été générés par le marketing et pour ensuite les donner à des commerciaux plus confirmés. Quand on dit plus confirmés, c'est généralement ce qu'on appelle account executive, account manager, key account manager. Et à l'inverse, le BDR est celui qui aujourd'hui a son rôle, c'est de venir justement s'occuper de l'outbound, à savoir donc la prospection. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, plus on avance, plus les tâches se décomposent de plus en plus, avec un objectif d'efficacité sur des tâches données. Et c'est vrai que ça, c'est des organisations qu'on retrouve de plus en plus dans les startups, bien évidemment, mais aussi des entreprises qui, aujourd'hui, cherchent justement cette efficacité commerciale sur des tâches bien précises. Est-ce que, du coup, vous, aujourd'hui, comme on le disait, c'est une organisation qui vous correspond un peu plus? Oui, je dirais oui, effectivement. Après, encore une fois, tout part du marketing et finalement de comment la lead generation se fait, jusqu'où est-ce que l'enrichissement d'un lead va, et donc voilà, à quel moment finalement on se passe les relais. Mais ce qui est vrai, c'est que là, tout ce que tu montres, ça révèle en fait une espèce de division de ce cycle de vente qui promet de l'efficience. Donc là encore, il y a par contre des vrais enjeux d'alignement et de process, et que chacun sache bien ce qu'il doit faire et qu'il instruise bien aussi toute l'information de l'entreprise pour que l'expérience client, à nouveau, souffre pas de ces passages de relais successifs. Donc voilà, c'est moderne comme vision. À la fois, il faut l'outiller, il faut la processer, il faut bien organiser ça. C'est vrai que du coup, avec cette décomposition-là, on le voit, on a tendance peut-être à écarter un peu les commerciaux et le marketing. Et c'est là où, comme tu le dis, cet alignement n'est pas forcément évident à garder tout au long de… Faut pas se rater. Ouais. Voilà, faut pas se rater. Sinon, on perd l'efficience qu'on cherche. Maintenant qu'on a dit ça, ce qu'on oublie souvent justement, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on le voit, il y a des organisations commerciales qui ont tendance à prendre le réflexe de, OK, la mode en ce moment, la mode, je sais pas si c'est le terme, mais c'est de venir à la tendance, c'est de venir décomposer les tâches, d'avoir une organisation assez carrée sur toi, tu gères la lead entrant, toi, tu vas m'en générer en faisant de la prospection, toi, tu t'occupes des comptes stratégiques. Et en fait, cette tendance à la décomposition, on le voit, certains le font un peu par réflexe et par mimétisme et oublient certains points qui sont primordiaux. C'est pour ça qu'on voulait quand même juste rappeler qu'il y avait, on va dire, 3 points primordiaux à avoir en tête quand justement on souhaite se réorganiser, notamment autour de la prospection, et qu'on souhaite se poser des questions là-dessus. Et les 3 points à avoir toujours en tête, et pour pas être justement dans ce mimétisme-là, c'est quand même de se dire quelles sont les attentes de mon futur client. C'est-à-dire, lui, en tant que tel, est-ce que justement ce cycle d'achat potentiellement décomposé peut correspondre à ses attentes finales. Bien évidemment aussi, l'autre point à voir, c'est que les organisations, on ne va pas pouvoir
les décomposer de la même façon selon la complexité de votre offre. Quand on est, par exemple, sur un produit assez classique, où on est plus dans un, quand je dis classique, c'est plus dans un produit peut-être simple, on va être sur de la vente de volume, typiquement l'assurance, on va avoir cette tendance à décomposer assez facilement. Là où quand on est sur des produits très complexes avec des cycles de vente assez longs, cette décomposition-là est pas forcément si évidente à mettre en place. Donc, il y a quand même ce point-là à prendre en compte. Et dans la même veine, un peu dans la même logique, il y a le délai de signature aussi, évidemment. Quand on est sur de la vente, on va dire, assez rapide, on va pouvoir potentiellement avoir une seule et même personne qui débite certaines tâches. Là où si on est sur du cycle de vente long, on va, sur du cycle de vente long, on va peut-être, dans certains cas, pouvoir aussi décomposer. Donc, ça dépend vraiment de ces 3 points-là qu'il faut quand même bien garder en tête. Je ne sais pas si d'ailleurs vous me rejoignez ou si vous voulez peut-être en rajouter, avoir en tête quand on est sur ce genre de cas. Oui, effectivement, on est d'accord sur ces éléments à toujours bien garder à l'esprit. Et puis, on a aussi aujourd'hui, même si on parle un petit peu de silo, on va dire, et d'hyper-spécialisation, on a également en même temps la tendance un petit peu inverse, dans le sens où, par exemple, avec le personal branding, etc., le commercial, par sa posture d'expert aussi, finalement, je ne sais pas si on peut dire prospect, mais en tout cas, finalement, entre dans la prospection dans cet ordre-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi à garder à l'esprit à chaque fois. Après, je ne pense pas qu'il y ait d'autres points, Noé. Moi, juste de dire que, voilà, évidemment, quand on est un sales et qu'on vend des piscines en kit, en B2C, en porte-à-porte, c'est un métier qui existe encore, évidemment. C'est une pratique commerciale qui remonte finalement à d'ancestraux VRP et qui traverse les âges. En parallèle de quoi, on va trouver à l'autre côté du spectre les éditeurs de logiciels qui vendent en B2B, 100% distanciel. Donc voilà, clairement, il y a le cycle d'achat, il y a la culture de l'entreprise qu'on a en face ou de la cible qu'on a. Il faut bien prendre tout ça en compte au moment de justement réfléchir ensemble. Ok. Du coup, si on avance un petit peu dans notre échange, on remarque quand même globalement, c'est ce qu'on disait, même si on a vu qu'il y avait 2 cas, on va dire, différents et donc un cas un peu plus classique, on voit quand même que globalement les organisations aujourd'hui, elles s'hyper spécialisent de plus en plus. Parce que aussi, on va le voir justement, les méthodes évoluent et on s'hyper spécialise aussi dans la façon de faire les choses, notamment la prospection, pour plus d'efficacité. Mais on le voit, que c'est un petit peu le sujet qu'on avait tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit que cette hyper spécialisation, elle peut aussi emmener certaines tensions, notamment la fameuse tension qu'on connaît tous entre le service marketing et le service commercial. Bon, aujourd'hui, ça se voit pas trop, mais en tout cas, on est face à face. Alors on devrait regarder ensemble dans la même direction. Voilà. On le voit très clairement quand même que justement cette hyper spécialisation, notamment, elle peut emmener justement des mésententes sur on connaît un petit peu les cas classiques de bon, ok, tu m'as donné un lead, mais en fait, ton lead, il était pas top. Ou alors, tiens, je t'envoie des leads, mais en l'occurrence, tu les traites pas, etc., etc. Et en fait, on le voit, c'est parce que potentiellement, justement, cette décomposition et cette organisation et cette prospection n'a pas été créée ensemble. Donc, et quand on dit n'a pas été créée ensemble, c'est toutes les étapes n'ont pas été faites sur une même longueur d'onde avec des éléments communs et des éléments de langage commun. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir jusqu'après, c'est de décomposer justement ces phases de prospection et de voir qui peut intervenir quand sur chaque étape avec du coup des éléments, et pour poser des éléments de langage commun afin que on ait quelque chose déjà d'efficace, bien évidemment, qui fonctionne, mais aussi du coup avec les mêmes codes et qu'on n'ait pas justement cette possibilité d'avoir ces échanges qui peuvent être parfois un petit peu houleux. Si on avance un petit peu, du coup, là, on va rentrer dans le concret, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases sur l'organisation. On voit que la prospection, pour faire simple, il y a quand même 3 grandes étapes clés qui sont assez logiques. Vous le voyez à l'écran en l'occurrence. La première étape, c'est la phase qu'on appelle de préparation. Alors ça, elle est logique, mais elle est souvent oubliée. Et c'est justement une des phases qui est un petit peu primordiale pour poser les éléments de langage commun. On va le voir juste ensemble. Et ensuite, bien évidemment, construire une base de données et enfin contacter ses prospects. Ça, c'est la session Back to Basics, mais alors qui est tellement incontournable, il vaut mieux s'arrêter un peu comme monsieur. Exactement. Et donc là, on va rentrer dans le concret après avoir parlé du coup de cette partie d'organisation. Sur la partie préparation, en l'occurrence, comme je le disais, c'est un petit peu une étape qui est souvent oubliée
dans certaines organisations, par exemple dans celles où le commercial s'occupe de la prospection de A à Z. Nous, on le voit très fréquemment chez Sylviane parce qu'on accompagne des sociétés du coup dans leur développement commercial, on audite leurs pratiques, notamment sur des sujets de prospection. Et on le voit, cette phase-là, elle est souvent oubliée ou alors faite par du coup des équipes marketing, mais pas transmise aux commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse étape-là? C'est des éléments qui vont sûrement vous parler, mais qui est de définir à qui on parle et à qui on va s'adresser. Alors, quand on dit à qui on va s'adresser, il y a d'abord définir à quelles entreprises on va s'adresser. Donc, on appelle ça, dans le jargon un peu technique marketing, on appelle ça des ICP, Ideal Customer Profile. Donc, en gros, le profil type de l'entreprise que je souhaite adresser. Et ça, c'est un petit peu quand même la base d'une prospection parce que on a tendance, notamment les commerciaux, ils ont tendance à y aller à pieds joints en disant moi je connais mes clients, j'y vais, je vais adresser tel type d'entreprise. Mais en fait, c'est très important de se reposer ces bonnes questions de très exactement quels sont les critères des entreprises qui, moi, sont celles que je vais chercher à viser. En plus, on va le voir, ça va nous servir dans toutes les étapes d'après. Et donc là, ça va être de critériser, comme vous le voyez, sur des choses assez classiques. Qui sont les tailles, les chiffres d'affaires, les zones géographiques, ça vous connaissez sûrement quand même le fonctionnement justement de ce genre de fiche entreprise, mais aussi de rajouter des éléments importants par rapport à son offre ou justement qu'on a constaté. C'est là où c'est très intéressant d'avoir le marketing qui va souvent poser les critères classiques et le commercial qui va remonter du terrain en disant moi dans les cas que je vois, ceux que j'arrive à signer, ils sont dans tel cas, par exemple, ils respectent tel type de ils ont toujours un directeur commercial ou alors parce que il y a une certaine, si vous attaquez des petites structures, vous dites là moi quand elles n'ont pas de directeur commercial, j'arrive pas à leur vendre ma solution. Et donc de rajouter ces éléments du terrain. Je sais pas d'ailleurs si c'est dans votre mode de fonctionnement, si c'est des choses justement vu que vous avez l'air aligné que vous mettez en pratique. En tous les cas, il faut se parler quoi. C'est clair que je dirais que le pire c'est pas forcément se prendre le bec comme on voyait juste avant, mais c'est au contraire faire semblant d'être d'accord. Oui, et puis d'en faire son affaire 2 minutes après. L'idée de co-construire et d'être d'accord sur finalement d'arriver à tomber d'accord, converger quoi. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que souvent c'est quand même, on pense que c'est au marketing et c'est pris et à juste titre par le marketing de pouvoir créer cette cible-là finalement. Mais comme les marketeurs sont souvent quand même un petit peu éloignés du terrain par rapport au commercial, des fois c'est même complètement pas du tout en phase avec la réalité du terrain. Et donc tous les messages sont pas en phase et du coup ça devient même dangereux pour la pérennité de l'entreprise ou de l'offre. Et nous, à l'extrême, on a l'autre biais potentiellement qui est de dire on n'est plus aligné avec la stratégie produit, où on s'imagine que voilà, on va à l'extrême, encore une fois, vendre à des gens qui n'intéressent plus forcément en tant que cœur de cible, ou alors on va carrément leur vendre des technologies qu'on n'a peut-être plus envie de mettre en avant, on sait rien, ou des produits, des services. Donc, voilà. Donc communication. Maître mot, communication. Ah, oui, c'est clair. Non, mais c'est clair que cette étape-là, on le voit, et cette co-construction, elle est vraiment importante et intéressante. Et on le voit à 2 niveaux, parce que là, du coup, on a parlé du niveau entreprise, mais il y a aussi, du coup, forcément, parce qu'on ne va pas contacter des entreprises, on contacte quand même des personnes, on est d'accord. Et du coup, ce travail-là, on va essayer de le faire aussi au niveau des personnes, donc en l'occurrence, on appelle ça des personas, et de créer des fiches types des personnes qu'on va adresser, selon justement ce qu'on cherche à faire avec eux. Donc, dans le cadre de la prospection, c'est obtenir des rendez-vous. Alors après, l'idée, c'est de décomposer justement ça sur est-ce que je prends des rendez-vous avec ceux qui seront les décideurs ou non, se posent toutes ces questions-là. Mais l'objectif premier, c'est vraiment de se dire, OK, il faut quand même que je me mette à la place de la personne que je vais contacter. Quels sont ses problèmes ou quelles sont justement ses caractéristiques pour que je puisse ensuite l'adresser comme il faut en lui posant les bons messages, en lui posant les bons éléments, en lui transmettant ces informations-là pour qu'elle soit d'accord, bien évidemment, de prendre rendez-vous avec moi. Donc ça, dans la même pratique, ça, c'est des choses que vous faites du coup aussi main dans la main. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, nous, en contactant finalement nos clients, en faisant des entretiens, on a mis en place, alors au niveau marketing au début, puis avec les commerciaux aussi, des buyer personas. Et ce qui est important et ce que je veux souligner, c'est qu'il faut aussi en fait les faire vivre. Ces personas, là c'est buyer persona d'ailleurs, c'est qu'une tranche, et ça j'ai tendance à tout mettre dedans, mais non, c'est qu'une tranche des personnages, justement, c'est pas exactement la même chose. Mais il faut les faire vivre parce que forcément, les réalités du marché diffèrent, les problématiques aussi des prospects peuvent différer aussi. Donc, c'est super important d'avoir le retour des commerciaux et puis la vision marketing. Ouais, c'est clairement. Et puis, si on se discute, si on se met pas d'accord sur tout ça, alors, effectivement, tu l'as dit, il y a tout un circuit décisionnel en face, qui est le prescripteur, qui est l'acheteur, enfin ainsi de suite.
Le risque, en fait, pour un commercial, c'est de se retrouver, alors disons, derrière son Sales Navigator et puis commencer à cliquer partout dans les critères de recherche en se disant, tiens, qu'est-ce que ça va me sortir? Alors qu'en réalité, il suffit, entre guillemets, de faire ce travail au préalable pour, encore une fois, au moment d'aller sur le terrain opérationnellement, on n'a plus des milliards de questions existentielles à se poser, ou si on s'en pose, en tous les cas, on a une ligne directrice, on essaie de s'y tenir. C'est exactement ça, et tu me fais une super transition parce que bien évidemment, l'objectif, après avoir posé du coup tous ces critères au niveau des entreprises et du coup des personnes qu'on va contacter, c'est de réussir à construire une base là. Et quand on a fait ce travail, comme tu viens de le dire, en amont, de façon, on va dire, assez carrée, ça va être assez simple du coup de pouvoir récupérer des données, de pouvoir justement créer une base de données de prospects qu'on va chercher à contacter. Et comme tu viens de le dire, c'est là où tu m'as fait quand même une transition de bout en bout. J'espère que je t'ai pas spoilé quand même. Non, mais comme tu viens de le dire, c'est vrai que la Bible, aujourd'hui, on le voit de la base de données en B2B, c'est quand même Sales Navigator. Pour une raison assez simple, c'est qu'elle s'auto-remplit. Parce que on a tous tendance, je pense, à une grande partie aujourd'hui de la population française en B2B a un compte LinkedIn. Alors, pas tous, loin de là, mais on le voit que c'est quand même, on va dire, assez utilisé en France, notamment. Et l'avantage du coup de cette base-là, c'est que nous, en tant que sales, on va pouvoir l'exploiter et en rentrant les critères qu'on aura prédéfinis en amont. Et grâce à ces critères-là qu'on aura bien définis, on va pouvoir du coup créer cette base de données. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que nous, c'est quand même un outil qui est juste central dans tout ce qu'on fait, alors qui est utilisable dans le cadre de la prospection, mais pas que, aussi dans le reste du processus de vente. Bon, peut-être que j'en parlerai dans un autre webinaire. Sales Navigator a complètement son sens, mais c'est vrai que dans la prospection, c'est juste un outil primordial. Si on va un petit peu plus loin, parce que c'est bien beau d'avoir une base de données, ok, j'ai identifié les personnes qui correspondent du coup à certains critères d'entreprise et de persona, mais il faut réussir à extraire du coup ces données-là et les enrichir. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Quand même, pour vous donner quelques outils qui existent, alors on ne peut pas rentrer dans le détail du fonctionnement de chacun des outils, mais aujourd'hui, on le voit, à partir du moment où on a créé une liste du coup de contacts, pour les extraire, il existe des outils, donc notamment français, par exemple, je pense à Kola, qui va vous permettre de créer cette base de données-là, ou après, il y a d'autres outils comme Phantom Buster ou Captain Data qui vont, du coup, vous permettre d'extraire ces données. Et à partir du moment où on les a extraits, il faut quand même savoir les enrichir. Parce qu'on est bien d'accord, super, j'ai extrait des noms, prénoms, des listes de personnes. Mais il faut les enrichir pour que je sois capable de les contacter, soit par mail, soit par téléphone. Donc là, pareil, Société Française, Drop Contact pour les emails, Casper pour les téléphones. Et les enrichir à plate du coup de coordonnées, mais aussi les enrichir avec des informations contextuelles. Nous, c'est ce qu'on aime beaucoup faire, en tout cas quand on travaille avec des entreprises, parce que bon, super, avoir juste le titre de la personne, son nom, son prénom, et puis lui dire bonjour madame, voilà, j'aimerais vous vendre ça fonctionne pas très bien, et c'est pour ça que nous, on aime rajouter des informations contextuelles avec certains outils. Donc là, en l'occurrence, on montre GetQuanti, mais selon les cas, il peut y avoir encore plein d'autres outils. Parce que je montre que les meilleurs. Voilà, exactement, je montre que les meilleurs. Et des Français en plus. Non, mais du coup, de rajouter des données qui vont nous permettre de le contacter dans un certain contexte avec des informations assez précises. Donc là, en l'occurrence, GetQuanti, par exemple, notamment pour identifier s'il est déjà venu sur votre site internet et donc de cibler encore mieux les contacts qui font partie de votre liste. Est-ce que vous en utilisez certains de ces outils-là, j'imagine? Oui, on aimerait bien. En fait, on aimerait les utiliser tous. Oui. Et puis, en fait, je trouve que cette slide montre bien que nos métiers ils sont en train aussi d'évoluer autour de plateformes technologiques. Bon, on ne parle pas du CRM parce que c'est un vaste sujet, mais évidemment qu'on est tous CRM-centriques. Le marketing et commerciaux, c'est là aussi où on converge. Et après, il y a ces périphériques. Et moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est que c'est très, très évolutif. Si je prends l'exemple de Koala, c'est un nouvel outil qui vient se substituer qui vient supplanter plein d'autres outils. Donc, il y a des nouveaux outils qui apparaissent, d'autres qui, au contraire, font la synthèse et en fait, on est sans cesse en train d'itérer et d'essayer d'innover sur nos parcours marketing et sales. Donc, marketing, allons-y, pour aller dans le concept. Mais c'est riche et très évolutif et il y a sans cesse des nouvelles, meilleures pratiques à intégrer ou à inspirer, évidemment. Mais c'est ultra important aussi de montrer que tous ces outils, c'est ce qui permet aussi de changer les choses et même de même changer les visions marketing notamment qui sont en place, puisque on se rend bien compte pourquoi il y a des nouvelles visions marketing, parce que il y avait des problématiques de je sais même pas en fait s'il n'a pas accepté les cookies, s'il n'a pas rempli mon formulaire, je sais même pas s'il est venu sur mon site. Finalement, c'est compliqué avec du analytics, etc. de voir tout ça.
Et donc, c'est des outils qui vont répondre à cette problématique-là. Et c'est un intérêt au niveau marketing, mais aussi au niveau commercial. Quand on envoie, par exemple, une proposition commerciale et qu'on ne sait pas si elle est lue, combien de temps, etc., ça devient un peu compliqué aussi derrière de recontacter. Et tu parlais d'informations contextuelles, et c'est ce qui va permettre aussi de correctement aller contacter finalement le prospect et de connaître voilà, ses points de friction, de savoir ce qu'il attend quand on va le contacter. Et c'est là où on voit bien finalement aussi que le marketing et ça ont plutôt intérêt à bien utiliser ces outils ensemble. Ouais. Moi, je trouve que la techno, elle nous lie, elle nous relie, quoi. Ça, c'est hyper intéressant de le constater. Puis on en parlait en plus avant-hier, c'est souvent des outils qui sont portés par les budgets marketing. Ah oui, c'est ça. Mais utilisés par les commerciaux. Ah oui, c'est le débat. Moi, ça me va bien. C'est le DG qui paye à la fin. Tu m'as fait aussi une bonne transition, Emma, c'est qu'effectivement, bon, à partir du moment où on a eu toutes ces données, mais il faut qu'on a réussi à les récolter, les extraire et les enrichir. Il faut réussir à contacter ces fameux prospects-là. Et là, on va le voir encore pour contacter ces prospects et savoir leur parler, parce que là, on va aller quand même, dans le cadre de la prospection, on se rappelle qu'on va contacter des personnes qui ne nous connaissent pas, qu'on va contacter dans un contexte précis. Et donc, il faut qu'on arrive finalement à les intéresser, à éveiller leur intérêt sur notre solution. Alors, on va voir du coup comment, pas forcément sur notre solution, mais au moins éveiller leur intérêt pour qu'ils soient d'accord pour échanger avec nous, commerciaux. Ouais. Et là, justement, pour savoir leur parler, il y a encore quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on le voit dans la création d'un message de prospection. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des méthodes marketing, qui sont utilisées communément dans le marketing. Donc là, on va vous en présenter une parce qu'on n'a pas le temps d'en présenter 40, mais il en existe plusieurs. Et donc, en l'occurrence, là, aujourd'hui, celui qu'on va présenter qui est le plus commun, effectivement, c'est le framework qu'on appelle EDA. Donc, c'est la façon de décomposer son message en plusieurs étapes qui correspondent finalement au parcours psychologique, au parcours d'achat psychologique. Ça a été créé initialement au début du XXe siècle par un publicitaire, justement, qui avait compris dans quelles étapes passait un potentiel client, quelles étapes psychologiques il passait. Il a décomposé ça, et du coup, avec pour objectif de justement, quand il crée des pubs, de les faire, d'avoir toutes ces étapes-là en tête pour passer le bon message et réussir à vendre son produit. Donc, ça a été récupéré ensuite au début des années 2000 par les marketeurs qui l'utilisent dans le cadre de la création de sites internet, dans le cadre de la création aujourd'hui de landing page, bien évidemment. Et on l'utilise aussi pour créer des messages de prospection. Donc, c'est encore là, on voit que le marketing, finalement, au moins dans l'échange et dans l'enseignement, peut aider les commerciaux dans ce genre d'étape-là. Pour vous donner un exemple très concret, EDA, si on décompose un message ou un email qui pourrait être décomposé du coup avec ces étapes-là, c'est d'abord de capter l'attention. Donc, c'est la première étape. Donc, c'est par exemple pour ça qu'au début, il y a certains temps, les pubs étaient jaune fluo. Bah oui, l'objectif, c'était de capter l'attention. Donc, ça respectait ce framework-là. Ensuite, après avoir capté l'attention via généralement, dans les mails, en l'occurrence, si on parle de prospection, via des accroches assez personnalisées. Donc, typiquement, vous recevez un mail qui dit, bah oui, j'ai vu que vous aviez tel poste, vous occupiez telle partie. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez mentionné tel sujet. Là, c'est vrai que quand on reçoit ça, on se dit, oula, la personne, je la connais pas, mais qu'est-ce qu'il va me dire après? Parce qu'il a l'air de s'être renseigné quand même. Et l'étape d'après, c'est d'éveiller son intérêt. Et donc, d'éveiller son intérêt, généralement, c'est en parlant de problématiques bien précises qu'il vit lui au quotidien. C'est là où le travail de Persona notamment fait écho avec ce point-là, c'est que généralement, si on a bien fait ce travail et qu'on a analysé les problématiques potentielles que ont certains types de prospects, on va pouvoir parler, éveiller leur intérêt sur des sujets qui leur parlent vraiment et qui vivent au quotidien. Et après avoir éveillé son intérêt, l'objectif, c'est quand même de commencer à émettre un peu de désir, donc de désir, en l'occurrence, désir de lui faire comprendre qu'on a une potentielle solution à son problème. Et généralement, dans cette phase-là, on vient rajouter des références ou des chiffres qui viennent soutenir un petit peu le fait qu'on est capable de résoudre son problème, pour enfin passer à l'action. Et à savoir, dans le cadre de la prospection, l'action, c'est prendre un rendez-vous. Alors, et la façon de passer à l'action, généralement, justement, on ne demande pas est-ce que vous êtes disponible demain, après-demain, à tel jour, telle heure. Non, c'est plutôt justement la façon qu'on rentre dans cet échange-là et qu'on soit capable du coup de créer un lien avec la personne. Ouais. Est-ce que du coup ce framework-là, vous le connaissiez initialement, vous l'avez peut-être déjà pratiqué aussi dans certains contextes? Oui, complètement. Le concept, oui. Après,
c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément finalement le framework en face de nos emails, on n'a pas forcément le script à chaque fois, et c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir ce type d'outil. Mais finalement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait même dans toute la refonte de notre site web, c'est les mêmes étapes, mais sans vraiment voilà, le conscientiser. Voilà, exactement. Mais ce qui est, enfin moi j'adore ce genre de truc très théorique mais très basique aussi, et puis et en fait qui quelque part deviennent presque incontestables. Alors il y a forcément la polémique, mais n'empêche que ça met à peu près tout le monde d'accord, que ce soit le commercial très intuitif qui va se rendre compte qu'en fait il fait ça, et c'est ça qui marche finalement. Ou le marketing. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un truc qui peut être à la fois macro, c'est comment je vais construire finalement un pitch. Ça peut être aussi micro, c'est comment je vais construire ma phase d'entrée en relation, par exemple, lors d'un premier call à froid. Enfin voilà, on a vraiment un framework qui fonctionne dans toutes les dimensions. Dommage de s'en passer, quoi. Ouais, c'est exactement pour ça qu'on mentionnait celui-là, notamment parce que c'est vrai qu'il fonctionne dans plein de cas différents, comme tu le dis, macro et micro, c'est vrai que c'est assez intéressant, et tu l'as rappelé. Là, on le montre dans le cadre d'email, mais dans le cadre d'une prospection, ce framework qui fonctionne très bien, enfin, cette décomposition fonctionne aussi très bien pour un script d'appel. Ouais, clairement. Donc, on le retrouve vraiment partout, si on analyse un peu. Là, je vous avais mis un exemple très rapide que j'ai fait. C'était le dernier que j'ai fait parce que j'ai animé une conférence toujours sur un sujet notamment de prospection, et pour inviter du coup des personnes qu'on connaissait pas, mais qui veulent respecter un certain persona. Et ben en l'occurrence, j'avais créé ce mail-là, et ça a fonctionné parce que sur 20 entreprises contactées, il y en a 10 qui sont venus alors qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles étaient invitées à un événement dans un lieu qu'elles ne connaissaient pas non plus. Et ben c'était pour montrer, en l'occurrence en direct, que ça pouvait fonctionner assez facilement. Maintenant qu'on a créé cet email-là, qu'on a utilisé cette méthode marketing de création d'email, il faut quand même qu'on les envoie, ces fameux mails, dans le cadre de la prospection. Alors généralement, là, on n'a pas le temps non plus d'entrer dans tout le détail, mais il y a ce premier mail, et ensuite on envoie des chaînes maintenant d'emails avec des relances, justement, parce que ça fonctionne, on le voit aujourd'hui, pas qu'avec un seul email. Et du coup, pour faire ça, il y a des outils qui existent, parlons encore un peu outils, des outils qui nous permettent justement de venir pousser ses mails à ses prospects. En l'occurrence, donc il y a Lemnis qui est lui français aussi, Woodpecker donc lui qui est pas français mais qui clairement fait la même chose que Lemnis. Après c'est pour les goûts et les couleurs. Et la grosse machine qui est lui aussi français, qui est intéressant parce qu'en plus de mettre en place du coup des séquences d'emails, va nous permettre de mettre en place des séquences cette fois qui sont complètement multicanales. Donc de pouvoir ajouter notamment des messages LinkedIn et d'avoir du coup une complexité un peu plus, enfin, on va dire d'avoir des séquences un peu plus évoluées et peut-être un peu plus complète, mais nécessite quand même une réflexion un peu plus aussi poussée sur la prospection. Dans la même veine, c'est des outils que vous êtes amenés à utiliser, que vous utilisez peut-être déjà. Ouais. Alors, quelque part, on est toujours à mi-chemin entre on vient de j'ai pas d'outils à j'ai une pléthore d'outils, et donc il faut vraiment se trouver le bon curseur. Mais ce qui est vrai, c'est que au fond, moi, ce que j'aime avec ces outils, c'est encore une fois, il faut considérer l'expérience de notre cible, de notre audience. Quand on s'y prend bien avec ces outils-là, en fait, on leur laisse la main. C'est pas on les harcèle de messages, c'est on vous envoie des contenus, ça vous intéresse, vous vous déclarez intéressé, et derrière il y a des choses qui déroulent, et en fait voilà, on les emmène dans une expérience qui est satisfaisante, parce que s'ils sont pas intéressés, c'est tranquille. S'ils sont intéressés, ils vont aller à d'autres étapes. Tu parlais de nurturing tout à l'heure, et puis pour in fine, effectivement, déclencher un rendez-vous, aller sur un rendez-vous plus expert. Enfin voilà, c'est vraiment des outils qui accompagnent le parcours, quoi. Et là où je te rejoins complètement, et on le voit, c'est que les comportements aussi évoluent. Le fait d'adresser ces prospects-là, aujourd'hui, on voit que ils ont de plus en plus tendance à être autonomes dans la décision. On le voit même dans la prospection, c'est-à-dire que de temps en temps, ça les intéresse potentiellement, mais ils nous répondent pas. Et ils vont faire le parcours, du coup, juste en ayant eu les messages, ils disent oui, bon, ok, pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'entrer parce que j'ai pas envie d'entrer en relation avec le commercial, mais je vais étudier quand même le truc parce que a priori, ça répond à la problématique. Et c'est pour ça qu'on s'équipe aussi d'autres types d'outils dans ces phases de prospection. Nous, en tout cas, on le voit, on le met en place assez fréquemment, des outils qui vont nous permettre de détecter l'intérêt au sein de cette prospection, donc de voir justement si le prospect se met dans cette phase-là d'auto-recherche et d'auto-qualification du besoin. On le voit de temps en temps, mais on a besoin aussi d'être outillé pour l'identifier. Et donc ces outils-là, en l'occurrence, bon, il y en a un que je pense que on peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier, effectivement, Falia Tracking, effectivement.
Pour la petite anecdote, mais on travaille pour un client, là en l'occurrence, on lui a mis en place du coup l'ensemble de sa prospection et de ses process, et on a mis Ephalia Tracking du coup dans son process, et on a vu là typiquement, je voyais que ça arrêtait pas d'être. Alors, pour expliquer quand même ce que c'est d'identifier finalement les lectures sur les documents que je poussais dans ma chaîne de prospection. Et on a vu un moment que ça n'arrêtait pas de biper, que la personne était en train de lire et relire la documentation qu'on lui avait transmise. Ah oui, à chaque fois qu'il y a une lecture, il y a un signal d'affaires qui se déclenche, qui va être qualifié. Tu vas avoir des statistiques pour comprendre la lecture et comment est-ce que l'intérêt se cristallise ou pas. Ouais. Nous, on ne veut pas te surcharger de travail, mais enfin, c'est bien de savoir quand même quand tu as quelqu'un qui se réveille peut-être 3 mois après, l'envoi d'une propale, tu t'étais fait ghoster pendant tout ce temps-là, mais voilà, ça y est, ça revient. Tellement bien que du coup, tu vois, dans ce cas précis, en l'occurrence, j'ai juste dit à la commerciale, là, bip bip, en l'occurrence, la personne n'arrête pas d'ouvrir les documents, ce serait peut-être bien que tu l'appelles. Vous l'avez vu, il y a des outils qui existent pour identifier les numéros. Et donc, je lui ai identifié le numéro, elle l'a appelé, elle a eu rendez-vous dans la foulée. Donc, on est sur un cas typique où justement, en s'équipant d'outils d'identification d'intérêt, on arrive quand même à optimiser ses résultats en termes de prospection. On parlait encore de Gate Quanti qui là aussi va pouvoir nous permettre d'identifier si lors d'une phase de prospection, ces personnes viennent sur notre site internet, viennent et reviennent pour justement réussir aussi nous à identifier des prospects qui sont potentiellement chauds. Ouais, ça te donne la vision à l'extrême 360, à la connaissance approfondie de ton audience, de ta cible in fine. Ouais, enfin, moi, je redis vraiment l'intérêt aussi de ces outils dans le sens de la réduction de la pression marketing et commerciale, quoi. Que finalement, ça pourrait être vu comme des outils de les catapultes à mail là, ou des séquences automatisées LinkedIn, tout ça c'est du harcèlement. Non, en réalité, au fil, on affine, on s'améliore et on vient finalement cibler des personnes strictement intéressées. Les autres, on les laisse mûrir en attendant de comprendre qu'ils ont besoin de nos solutions. Oui, tout à fait. Ça évite justement de spammer, ça donne plus de liberté, ça redonne la liberté aux prospects. Spam. Pour terminer, on vous a fait quand même un petit récap parce qu'on a parlé de beaucoup d'outils. Et du coup, quand même, pour essayer d'avoir cette vision globale des différents outils qui existent du coup dans les différentes étapes de prospection. Donc là, je crois que l'idée, c'est quand même qu'on puisse envoyer la présentation à ceux qui étaient présents. Mais juste pour la résumer rapidement, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que du coup, effectivement, il y a toutes ces étapes de prospection avec différents outils qui sont utilisés. Et c'est vrai qu'au centre de tout ça, on oublie de temps en temps de le rappeler, mais il y a le CRM et l'objectif, et nous, on le voit quand on met en place du coup ces chaînes d'outils. L'objectif, c'est que tout soit raccroché, bien évidemment, avec le CRM pour pouvoir enrichir les données qu'on a récupérées et les enrichir de données très importantes et intéressantes afin de les réutiliser dans un cadre notamment marketing. Et ouais, Efficie, encore un outil français, c'est pour ça qu'on l'a mis Efficie et pas un autre, mais parce qu'effectivement, ça commence à ressembler à une suite parfaite, entre guillemets, dont on a le droit de rêver, quoi, évidemment. Et là, on va pouvoir conclure, parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on parle. Comment conclure tout ça, quand même, ce qu'on remarque, c'est que la prospection, globalement, ça reste une mission, on va dire, commerciale. On le voit notamment dans les phases de création de base de données et de contact du prospect, ce qui est assez logique, parce que le commercial, c'est celui qui est au contact, du client et donc aussi du prospect, mais qui utilise quand même beaucoup de méthodes et d'outils marketing, et de plus en plus. Et c'est en ça que, on le répète, et c'est valable donc pour la prospection et d'autres sujets, mais cette prospection doit être aussi faite un petit peu main dans la main entre le marketing et le commerce, et éviter d'avoir cette prospection faite un petit peu dans un coin et avec peu de lien avec ce qui est fait par ailleurs par le marketing, parce que généralement, justement, on le voit, on a un manque d'efficacité, on va dire, in fine, et alors que ça peut être vraiment bénéfique d'avoir ces deux entités qui parlent et qui co-construisent un petit peu cette prospection-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la conclusion ou si vous voulez rajouter peut-être quelque chose. Ouais, c'est une responsabilité commune en tous les cas. Donc, autant se parler, autant co-construire. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Oui, c'est ça, c'est l'intelligence finalement collective. Et c'est essentiel d'aligner la vision, d'aligner les objectifs des deux équipes. Avec nos petits clients au bout, voilà. Et ben, on vous remercie tous pour votre présence, enfin, ceux qui du moins étaient présents. Je crois qu'on a un dernier petit mot à avoir, notamment sur
un groupe qui a été créé il y a peu. Oui, tout à fait. Alors, du coup, on vous invite à rejoindre la communauté Sales on the City. Donc, Sales on the City, en quelques mots, Comme son nom on pourrait dire exactement. C'est quoi? C'est une série d'afterwork 100% sales, tour des sales sur vos problématiques. Et donc, on a un groupe WhatsApp où on peut tous venir partager. C'est lyonnais pour l'instant, c'est un peu régionalisé. Pour autant, voilà, l'idée, c'est d'étendre un peu sur les territoires de France et de Navarre, ce genre de networking. Bon, après, moi, je vous invite évidemment, vous pouvez flasher ce QR code, ça va vous emmener sur un espace de partage où vous allez découvrir quelques contenus. Ces contenus, ils sont traqués, hein, oui, c'est le but. Et derrière, vous trouverez mon agenda online pour qu'on se parle sur l'efficience commerciale et comment est-ce qu'on peut agir au niveau Sales Enablement grâce au tracking. Et donc, du coup, on vous remercie tous. Nous, c'est vrai qu'en tant que Siliane, on était venus présenter des éléments qu'on voit au quotidien dans différentes typologies d'entreprises. Et notamment, là, on voit, ça m'a fait tilt en le présentant, on aide aussi beaucoup d'entreprises à choisir un petit peu entre ces outils. Et à mettre en place les bons outils. C'est voilà courtier, quoi. Ouais, mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il en existe tellement qu'on est parfois un peu perdu. Alors, c'est vrai que du coup, on transmet une présentation encore plein d'outils. Mais justement, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser les bons outils selon les bons contextes. Et c'est vrai que c'est de moins en moins évident. On continue, toi, pour nous aiguiller. Exactement. Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Je vois qu'on n'a pas de questions. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les adresses email, les numéros de téléphone. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Yes. Et puis, on vous enverra évidemment la présentation et le replay. Merci Ludovic. Merci à toi. Merci Merci Eva. On reste ensemble. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.